thing. I think it rips through your clothes when it takes you over. Windows found some shredded long johns, but the name tag was missing. It could be anybody's. Nous allons donc commencer, si vous le voulez bien. Je m'appelle Jean Malcezac. Bonsoir et bienvenue à cette table ronde. Verdun, c'est un nom qui évoque dans le monde entier une bataille, certainement avec des connotations de bravoure, de gloire, de grands gestes. Mais si vous êtes de la région, du secteur, si vous avez visité les champs de bataille, vous savez que Verdun, c'est pas ça. Verdun, c'est la cicatrice ouverte d'un massacre générationnel. C'est la trace d'une guerre terrible qui a marqué les mentalités et qui a aussi imprégné son être même à l'art. Et c'est un petit peu la question qu'on va se poser ce soir. Quand j'étais gamin, que j'avais aux alentours de 9-10 ans, mon père m'a amené visiter les champs de bataille de Verdun. Un jour idéal, un matin de novembre, brumeux et glacé. Et quand je suis revenu de Verdun, j'avais peur. J'ai eu peur. Quand j'ai vu les cimetières interminables qui se perdaient dans la brume devant l'ossuaire de Douaumont, quand j'ai vu l'ossuaire de Douaumont, ce monument invraisemblable dont on m'expliquait qu'il s'agissait de la symbolique du manche d'une épée qu'on avait plantée dans la terre, avec la poignée qui sortait. Un acte d'une cruauté intégrale. Et quand j'étais gosse, ce fameux jour avec mon père, l'ossuaire était fermé, alors on a marché autour. Et vous le savez, derrière, il y a des soupiraux qui vous permettent de voir dans les soubassements de l'ossuaire. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des ossements empilés de manière anonyme. Pour un gamin, c'est quelque chose qui vous marque. Et paradoxalement, quelques années plus tard, quand j'ai découvert Lovecraft, j'ai trouvé des points communs. Dans le sens où l'horreur que j'ai trouvée en tant que gosse, ce jour-là, ce jour de visite, eh bien, je l'ai retrouvée chez Lovecraft. C'était une horreur que je n'arrivais pas à expliquer, comme Lovecraft n'essayait pas de l'expliquer, parce que l'inexplicable est quelque chose qui peut générer des tensions en soi, des émotions difficiles à contrôler. Tout cela pour dire qu'aujourd'hui, la thématique de cette table ronde sera étrange guerre. Et nous allons essayer d'établir la relation qu'il y a eu entre la Première Guerre mondiale et la littérature d'imaginaire de la première moitié du XXe siècle. Voir comment cette guerre mécanique, sidérante, profonde, cruelle, a pu imprimer sa marque dans la littérature d'imaginaire de la première moitié du XXe siècle. Et pour faire cela, nous avons 5 experts avec nous. Et on ne fait pas cette tête-là, Madame Omassel, je vous en prie. Anne-Sylvie Omassel, vous êtes romancière, vous êtes traductrice aussi, et particulièrement, vous avez un micro à côté de vous et je vous promets qu'il est censé marcher. Oui, il marche. Vous êtes donc bien romancière et traductrice? Oui. Très bien. Comme tout à l'heure, je vous ai demandé si vous étiez une passionnée de fantastique. Pourquoi est-ce que vous croyez, vous, être passionnée de fantastique? Je suis tombée dedans, comme Obélix, je suis tombée dedans très jeune. Mais avec quoi? Avec L'île aux 30 cercueils. Ah bon, pourquoi? C'était simplement une littérature de vacances? Mon frère aîné, qui avait 2 ans plus que moi, avait commencé à le lire et je me suis dit que j'allais faire pareil. Je me suis arrêtée assez vite parce que les quelques premiers chapitres m'ont collé une trouille atroce. Et la trouille m'a laissé des cicatrices au cerveau qui perdurent jusqu'à maintenant. Et ensuite, vous êtes tourné vers quels auteurs, quelles œuvres? Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, personnellement? Après, ça a été une gestation assez lente. Je me suis tournée assez rapidement, donc, dès que j'ai pu commencer à lire beaucoup, vers les auteurs victoriens, les autrices anglaises de l'entre-deux-guerres. J'ai lu tout, Daphné du Maurier, etc., etc. J'ai eu une passion coupable qui n'a rien à voir avec tout ça pour Jalda, excusez-moi. Voilà, c'est le côté plus sentimental. Et ensuite, j'ai l'impression qu'il y a un tout petit... Non, je crois que ça passe à peu près. Non. Ghislain, vous m'entendez pas en double. C'est moi uniquement qui m'entends en double. C'est pas grave. Et ça, oui, ça a un peu macéré. Et en fait, j'ai lu tout ce qu'il fallait ou qu'il fallait ne pas lire jusqu'à la fin de mes études universitaires. Et le fantastique restait un peu en sous-courant. Il y avait ces envies de cultiver ce champ-là, mais c'est quelqu'un que j'ai rencontré au cours de la fin de mes études, Xavier Le Grand Ferronnière, qui maintenant
pas mal de choses et directeur de la revue Le Visage Vert, de la petite maison d'édition du Visage Vert, et qui a un très bon ami. On s'est croisés durant la fin de nos études et en fait, lui, il a rallumé la mèche de la passion pour le fantastique, et ça a démarré à partir de ce moment-là beaucoup plus largement. Et vous avez fait pas mal de traductions d'auteurs dans ce domaine-là, des auteurs anglo-saxons. Voilà. Vos plus grands souvenirs? Mes plus grands souvenirs... Machen, effectivement, dont on va parler ce soir, Lord Dunsany, dans ce domaine-là. Qui d'autres? Max Beerbohm, plus ancien, mais pas réellement fantastique au sens traditionnel du terme, mais quand même aussi dans ce domaine. Et sur un plan très très ironique. Et puis, en fait, comme je suis devant le micro, j'ai oublié à moitié. Non, mais il n'y a aucun problème. La moitié de ma liste de traducteurs, de traduction. C'est difficile à dire. Non, mais c'est bien comme ça. On en parlera de toute façon tout à l'heure. Comme vous l'avez dit, nous reviendrons sur Arthur Machen. Nous en parlerons plus en profondeur et vous serez là pour nous apporter vos lumières. À côté de vous, il y a Fleur Hopkins-Leferron. Madame Hopkins-Leferron, vous êtes historienne des arts et aussi un petit peu historienne des sciences aussi. Mais votre particularité, c'est de vous intéresser aux imaginaires scientifiques et notamment à ce qu'on appelle le merveilleux scientifique. Alors, je vais vous lancer un défi, c'est de définir très rapidement le merveilleux scientifique, sachant qu'on y reviendra tout à l'heure et qu'on pourra détailler un peu plus les choses. C'est quoi le merveilleux scientifique ? Alors, je vais juste commencer en apportant peut-être une précision. Et oui, effectivement, ça fait un écho curieux quand on parle au micro. Historienne des arts, oui, et plus précisément liée à la culture visuelle. En fait, ce qui m'intéresse dans mes travaux, c'est vraiment de me pencher sur des images, des productions visuelles qui ont été laissées de côté et qui font partie de la culture visuelle d'une époque donnée. Donc, c'est pour ça que j'ai tendance à dire historienne des images, même plutôt que historienne de l'art. Alors, qu'est-ce que c'est le merveilleux scientifique ? Alors, on pourrait avoir des discussions très longues et même des disputes sur ce que signifie cette expression. Il faut tout simplement retenir qu'elle a été popularisée, mais pas inventée, par un auteur qui s'appelle Maurice Renard en 1909, et qu'à travers elle, il a vraiment cherché à définir un nouveau type de roman d'imagination scientifique qui s'écarte vraiment terriblement, à la fois d'Albert Robida, parce qu'il n'aimait pas du tout sa littérature drôlatique et anticipatrice, et de l'autre qui s'écarte aussi de Jules Verne, dont il n'appréciait pas à la fois les romans d'aventure scientifique plutôt destinés à la jeunesse, dans lesquels il y avait vraiment beaucoup de vulgarisation scientifique. Ça ne l'intéressait pas. Le roman merveilleux scientifique tel que défini par Maurice Renard, c'est vraiment un roman qui est vraisemblable, crédible et qui va utiliser tout simplement la méthode scientifique pour advenir et pour transformer le roman en un laboratoire de pensée. Donc, comment le dire en des termes plus clairs ? Si je deviens invisible, qu'est-ce qui se passe ? Le roman merveilleux scientifique est là tout simplement pour vous le démontrer en le mettant en récit, en le mettant en narration. Ce soir, Fleur Hopkins-Leferron, vous serez notre témoin en matière de littérature francophone, puisqu'on va parler beaucoup de littérature anglo-saxonne, notamment avec notre invité suivant, Christophe Thiel, qui est presque un habitué du campus Miskatonic. C'est la deuxième fois que vous êtes venu ici. Christophe, vous êtes un spécialiste français de Lovecraft et aussi de Robert W. Chambers, l'auteur du Roi en jaune, c'est bien ça ? Comment est-ce que vous vous êtes tourné, vous, vers les domaines du fantastique ? Alors moi, mon itinéraire vers le fantastique a commencé avec une étape un petit peu originale, qui est les champs magnétiques d'André Breton et Philippe Soupeau, qu'on ne rattache pas habituellement à ce domaine, disons de l'imaginaire. Je suis passé à Edgar Poe et je suis passé à Lovecraft ensuite. Voilà les étapes du voyage. Et aujourd'hui, vous êtes toujours aussi intéressé par ces auteurs, parce que ça fait quand même un tout petit domaine en littérature. Vous êtes devenu un spécialiste, c'est reconnu, mais est-ce que c'est pas un peu étouffant là, de se promener dans ces univers-là ? Non, alors j'étouffe pas du tout. Lovecraft, c'est un endroit où on respire très bien, parce qu'il y a des grands paysages, il y a des tas de trucs à explorer. Alors c'est vrai qu'au bout d'un moment, on les connaît. Maintenant, je m'intéresse pas que à Lovecraft, effectivement. Comme beaucoup de gens qui apprécient Lovecraft, je me suis intéressé à tout ce que lui, il a aimé, et qu'il a pris le temps de nous raconter dans son essai Épouvante et surnaturel en littérature, parmi lesquels, évidemment, Robert Chambers, donc, comme beaucoup de gens qui en ont entendu parler, c'est comme ça que j'en ai entendu parler. C'est ce qui m'a amené à me dire que Le Roi en jaune n'était pas
correctement traduit en français et que c'était un manque et qu'il fallait le faire, et je l'ai fait. Mais également, Arthur Machen, bien sûr, un des grands, mais également William Hope Oxon, Lord Dunsany, Montague James, tous ces gens que Lovecraft considère comme plus que comme des prédécesseurs, comme des frères, comme des esprits frères par rapport à lui, par rapport à la littérature de la peur cosmique, comme il le dit, et dans lesquels il s'est reconnu. Merci Christophe. À côté de vous, quand vous avez prononcé le nom de Machen, j'ai vu votre voisin opiner. David Meulemans, vous êtes docteur en philosophie. Ça, c'est une découverte. Pour nous, c'est une découverte. Mais vous êtes aussi, bien sûr, le patron des éditions aux Forges de Vulcain. Quelle est la politique éditoriale aux Forges du Vulcain ? Alors, c'est une maison d'édition qui publie des romans de littérature générale et des romans d'imaginaire. Et on travaille sur l'interaction qu'il y a entre ces deux genres. On essaye d'avoir de la littérature de l'imaginaire qui a une réflexion littéraire, on dirait. Et en littérature générale, on s'intéresse aux littératures générales qui ont de l'imagination, de manière à travailler à ce que la littérature générale soit pas toujours perçue comme une littérature réaliste, ce qui est le cas en France, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Et voilà. Et ça vous a amené à publier Machen. Pourquoi publier Machen aujourd'hui ? Alors, c'est lié à plusieurs choses. Tout d'abord, il y a un auteur totémique parmi le patrimoine pour les éditions Forges de Vulcain, c'est William Morris, qui est parfois cité comme une des inspirations de Tolkien. Et donc, on a un programme de traduction des inédits des romans de William Morris, qui est un auteur victorien décédé en 1896. Et on essaye d'avoir fini ce programme d'ici 2034 pour le bicentenaire de la naissance de William Morris. Et en fait, il y a eu la rencontre avec Anne Sylvie, qui est une des premières éditrices que j'ai rencontrées quand moi j'ai décidé de devenir éditeur et qui m'a soutenu et encouragé. Et je connaissais déjà Machen, mais c'est Anne Sylvie qui m'a intéressé au reste de son œuvre, c'est-à-dire je connaissais le Grand Dieu Pan en fait, et donc même si je connaissais Lovecraft, je suis pas arrivé à Machen par Lovecraft, mais par des recommandations d'Anne Sylvie et d'autres lecteurs-lectrices. Et je me suis dit qu'on pouvait faire le même type de travail qu'on pouvait faire sur William Morris. Alors, c'est très différent parce que les textes de Machen ont souvent été traduits, même si Anne Sylvie nous a proposé et a traduit un inédit, un fragment d'existence qui est dans le volume qu'elle a intégralement traduit. Mais voilà, c'est faire ce type de travail. Et pour répondre à votre question, c'est que quand je dis qu'on cherche à travailler sur les interactions entre littérature de genre et littérature d'imaginaire, et qu'on s'était tourné vers William Morris, c'était pour montrer que cette interaction, elle a existé, elle a longtemps été fondamentale dans l'histoire de la littérature. C'est simplement qu'elle a diminué au cours du XXe siècle, qu'elle revient depuis quelques années, et qu'un auteur comme Machen, qui est à la fois un auteur très littéraire, qui est un grand prosateur, qui aborde des sujets importants, mais qui aussi est un vrai auteur fantastique, c'est un modèle, d'une certaine façon, pour les autrices et les auteurs d'aujourd'hui. L'idée, c'est pas de faire comme du Machen, mais de montrer que le chemin qu'il a emprunté est un chemin qui, aujourd'hui, peut encore être emprunté d'une certaine façon. Pour finir, il paraît que vous êtes un spécialiste de la créativité. C'est-à-dire que ça doit être aussi un intérêt en tant qu'éditeur de trouver des auteurs qui sont créatifs. Alors, tout auteur est créatif. Créatif, je prends au sens philosophique, c'est-à-dire toute personne qui fait quelque chose, voilà, qui crée quelque chose. Et alors, j'ai quand même passé 7 ans sur cette thèse. Ce fut excitant et pénible à la fois. Parce que j'étais en philosophie de l'art. Au sein de la philosophie de l'art, il y a une spécialité qui est l'esthétique, et au sein de cette spécialité, il y a une sous-spécialité qu'on appelle l'esthétique de la création, où en fait, il y a un doctorant tous les 5 ans, j'ai l'impression. Et donc, réfléchir sur la création, c'est intéressant d'avoir un domaine philosophique ou esthétique où il y a pas énormément d'autres chercheurs, ce qui est difficile parce qu'on se retrouve un peu tout seul, mais c'est intéressant parce que le corpus amassé est immense et c'était très excitant comme travail.
Merci David Meulemans. Enfin, nous arrivons au dernier intervenant. C'est lui qui va se coller à la première question, celui qui va répondre. Michael Mathieu, vous êtes historien, vous êtes meusien, vous êtes donc d'ici, vous êtes spécialisé dans l'histoire militaire moderne. Et donc, vous savez ce qui s'est passé dans la région et autour de tout ça. Est-ce que c'était un intérêt personnel pour vous au départ? Alors, à la base, je viens pas de Meuse, je me suis établi en Meuse et c'est là que j'ai découvert vraiment ce qu'a été la Première Guerre mondiale. Ça a presque été un coup de foudre, malgré l'horreur de ce conflit, et puis les traces qu'il a pu laisser, qu'on peut encore voir 110 ans après sur le département. Et petit à petit, je me suis vraiment pris de passion pour l'histoire de la Première Guerre mondiale et ce qui m'a amené à en faire mon sujet de thèse donc à l'université de Lorraine. Puis après, alors tout de suite, je vais vous lancer à vous aussi un défi. On va essayer ensemble, parce que je vais essayer de vous embêter aussi, de planter un peu le décor et de montrer où nous en sommes au sortir de la Première Guerre mondiale, à cette période qui va nous intéresser essentiellement ce soir. Quelles ont été les conséquences immédiates de la guerre 14-18 sur les peuples européens et sur les peuples américains? Comment est-ce que les retombées de la guerre se sont fait ressentir immédiatement après le 11 novembre 1918? C'est un traumatisme. Même si le 11 novembre 1918, ça y est, les combats s'arrêtent. Soulagement dans les populations, soulagement dans les armées, même si il faut rappeler que le 11 novembre 1918, des soldats mouraient encore sur le champ de bataille. Hein. Je citerai un exemple, pas loin d'ici, Chaumont-de-Vendonvillers. Le 11 novembre, à 10h59, à 1 minute seulement de l'application de l'armistice, mourait un soldat américain qui s'appelait Henry Gunter, pour vous dire. Donc, effectivement, il y a le soulagement, la fin des combats, c'est vrai, mais en même temps, le traumatisme. Dans quel état, justement, sont les hommes qui reviennent du front? Comment, quand ils vont essayer de reprendre la vie civile, comment sont ces soldats, ces poilus qui vont essayer de s'intégrer dans une vie normale? Pour beaucoup, c'est quand même très difficile. Hein. Il y a ceux qui vont garder les traumatismes psychiques. Donc, vous avez déjà vu, je pense, les cas de soldats victimes d'obusite. Donc, ces soldats pris de tremblements soudains et purement et simplement incontrôlés. Il y a ceux aussi qui vont faire le choix de ne pas en parler de cette expérience combattante, qui vont garder ça pour eux parce que c'est vraiment trop douloureux d'en parler. Et comment ça se passe au niveau de la culture même, de la société? On a l'impression qu'après la guerre de 14-18, il y a un culte des morts. On va faire édifier des monuments aux morts un peu dans toutes les communes françaises, des monuments qui seront financés par l'État, c'est bien ça? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de fascination morbide qui s'installe aussi? Alors, au niveau de la culture, je me basais déjà sur la citation de Paul Valéry, donc de 1919. Nous autres civilisations, nous savons que nous sommes mortels, qui illustre bien véritablement le traumatisme qu'a pu représenter la Première Guerre mondiale avec tous ces morts. Alors après, bien sûr, dans les années qui vont suivre, les communes vont faire ériger des monuments aux morts. La pratique n'était pas nouvelle, hein, ça s'était déjà fait auparavant avec la guerre de 1870, mais ça se généralise avec la Première Guerre mondiale. Et en fait, les monuments aux morts, il faut savoir qu'ils pouvaient bénéficier pour la construction de subventions de l'État, mais c'était dérisoire. Le gros des financements, c'est les communes et ce sont les souscriptions auxquelles vont participer massivement les populations. Et qu'est-ce que pensent aussi les Français en règle générale? Est-ce que les gens des villes, ceux qui étaient à l'arrière, ont vraiment été épargnés et n'ont pas vu la guerre? Est-ce qu'il y a une incompréhension avec les soldats qui sont de retour? Ou est-ce qu'il y a le développement d'une culture commune de rejet de la guerre ou de quelque chose qui en approche? C'est quand même plus. Il y a quand même vraiment ce sentiment de se dire, au sortir de la guerre, aussi bien dans le monde combattant que dans les populations civiles, que la Première Guerre mondiale, ça devait être la dernière guerre, la DRDDR. Tout le monde il y a une sorte d'unanimité par rapport à cette pensée, même si on sait que malheureusement ça n'a pas été le cas et l'actualité nous le démontre malheureusement encore. Sur la fin des années 10, il se passe aussi une autre catastrophe, c'est l'arrivée de la grippe espagnole, qui va avoir des effets terrifiants, puisqu'il va y avoir une mortalité presque comparable à celle de la guerre, je crois. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence?
Alors pour la grippe espagnole, c'est plus difficile à évaluer, parce qu'en fait, cette pandémie qui va effectivement faire des ravages, en France, on estime entre 200 000 et 400 000 morts de la grippe espagnole. En fait, ça va être relégué au second plan, du fait donc de la victoire de la France au cours de la Première Guerre mondiale. C'est occulté. Pour la France, donc, ça n'a pas eu l'impact qu'on peut imaginer aujourd'hui quand on voit les chiffres. C'est quand même la guerre qui restait en première ligne. Dans l'esprit des dirigeants, ce qui primait, c'était vraiment la fin de la guerre, la victoire, malgré ce qui se passait en parallèle avec la pandémie de la grippe espagnole qui faisait des ravages aussi bien dans les rangs des militaires, mais aussi dans les populations civiles qui étaient aussi éprouvées par les privations causées par la Première Guerre mondiale. Enfin, dernière question importante sur ce préambule pour cette table ronde, c'est est-ce qu'on a réussi assez vite à tourner la page de la Première Guerre mondiale? Est-ce que la société a réussi à dire bon, maintenant c'est du passé, on va essayer de reconstruire? Ou est-ce qu'il y a eu un traumatisme persistant, quelque chose qui a continué pendant des années? Comment est-ce que vous, en tant qu'historien, vous l'évaluez? Alors, tourner la page de la Première Guerre mondiale, je pense pas, puisque c'est comme, on est 110 ans après, on en parle encore. Je parlais des conflits contemporains. Il suffit de voir ce qui se passe en Ukraine. On a comme des parallèles assez incroyables entre ce qui se passe actuellement en Ukraine et la Première Guerre mondiale. Un exemple, en Ukraine, ils ont creusé des tranchées comme à l'époque de la Première Guerre mondiale. En fait, la Première Guerre mondiale, elle a permis une prise de conscience des ravages que faisaient les guerres. Ça, oui. Puisque avant, il y avait bien sûr les combats. C'était essentiellement une affaire de militaires. Il y avait des morts. Mais là, du fait du nombre faramineux de morts de la Première Guerre mondiale, là, il y a vraiment une énorme prise de conscience des dangers de la guerre, ce qui alimente aussi le fait qu'on ne veut pas que ça se reproduise à l'avenir. Très bien. Je vais me retourner vers Christophe Thiel, parce qu'on va essayer de mettre en avant deux auteurs principalement ce soir pour limiter un petit peu le programme de cette table ronde. Lovecraft, que j'imagine vous connaissez tous, et Arthur Machen, que vous ne connaissez pas forcément tous. Et on va essayer d'en savoir plus sur, pour commencer, ce qu'il faisait pendant la Première Guerre mondiale. Alors, Christophe, ce matin, vous nous avez expliqué que le petit Howard Phillips Lovecraft à Providence, qui avait dépassé à peine la vingtaine, c'était plutôt un va-t-en-guerre. Totalement. Il était animé par ce conservatisme, cette anglomanie qu'il y avait dans sa famille, ce côté monarchiste, et puis cette pulsion de fraternité avec ce qu'il appelait la mère patrie, c'est-à-dire l'Angleterre. Donc pour lui, à partir du moment où la guerre éclate, en 1914 en Europe, il est incompréhensible que le peuple américain reste de son côté dans l'isolationnisme qui était sa politique depuis déjà un certain nombre de décennies et n'aille pas participer à la guerre contre l'ennemi commun, contre le barbare, la bête, le monstre, tout ce que vous voulez, qui était l'Allemagne impériale. Mais j'avais lu quelque part que Lovecraft voyait dans l'Angleterre la représentante de la race aryenne. C'est invraisemblable. Et donc la race aryenne opposée aux Prussiens, qui eux, après, vont se revendiquer de la race aryenne. Alors oui, tout à fait. Donc il y a un article que Lovecraft a écrit pendant la guerre qui s'appelle « Le crime du siècle » et dans lequel il exprime le fait qu'il est choqué que la race aryenne teutonne se divise, donc entre d'une part les Anglais, d'autre part les Allemands, entre deux nations qui sont en guerre, qui s'entretuent, alors que la logique raciale, qui est encore la sienne à cette époque, voudrait qu'ils s'entendent et qu'ils se partagent le monde en bonne entente. Et ça s'est pas passé comme ça. Et lui a voulu quand même participer à l'effort de guerre. Il a essayé de trouver un petit job dans l'armée, pas trop loin de chez lui. Et ça s'est pas bien passé du tout. Non, ça s'est pas bien passé. Il se sentait... alors, à la fois, il y a cette envie de participer à la guerre, et puis il y a cette envie de ne pas être laissé de côté au moment où beaucoup de ses amis s'engageaient dans l'armée. Alors, l'armée, ça voulait pas dire qu'ils allaient partir en Europe se faire tuer dans les tranchées. Ça voulait dire qu'ils allaient aller dans l'artillerie côtière du Rhode Island et surveiller les côtes pour éviter que les sous-marins allemands viennent de trop près. Il a essayé d'en faire autant, il a été refusé. Ensuite, au moment où il y a eu la conscription, il a à nouveau rempli les questionnaires médicaux en usage, et puis il s'est retrouvé classé parmi les inaptes. Et donc, il s'exprime d'une manière assez attristée sur le fait que tout ça lui rappelle son inutilité.
Et qu'est-ce qu'il va faire? Il est inutile, mais il va bien falloir qu'il s'occupe. Grosso modo, vous l'avez détaillé ce matin en détail, mais qu'est-ce qui va l'occuper essentiellement pendant ces années de guerre? Alors, il se trouve que c'est l'époque où il est entré dans un monde, il vient de sortir d'une période dépressive assez dure, et il revient à la vie à travers la participation à un milieu associatif qui est celui du journalisme amateur. Donc, à travers des passionnés, des amateurs donc qui publient chacun leur petit magazine auquel chacun contribue. Il y a beaucoup d'échanges intellectuels, il y a des échanges de critiques, et lui va rapidement monter au sommet de cette pyramide parce que il va devenir très vite clair que littérairement c'est un des plus aptes, des plus ferrés et des plus cultivés de tout ce milieu. Il va monter jusqu'à la présidence de l'association en fait des journalistes amateurs quelques années plus tard. Et donc, il va écrire essentiellement dans un premier temps des poèmes qu'on jugerait aujourd'hui très mauvais parce que il utilise une forme extrêmement archaïque qui est celle qu'il a tirée de la poésie anglaise du XVIIIe siècle, qui a des structures très rigides et qui donne une impression effectivement de vieilloterie, pour exprimer des choses en rapport avec la géopolitique de son époque. Alors, un exemple, il parle systématiquement des différents pays avec leur nom latin, Germania, Britannia, Gallia, et puis pour les États-Unis, il a trouvé le mot de Columbia, puisqu'évidemment, il n'y a pas de nom latin pour les États-Unis. Et il commence déjà à citer un peu la guerre dans ses nouvelles. Alors oui, la première vraiment fois qu'on remarque cette mention, c'est en fait dans la première nouvelle dans laquelle il revient à l'écriture de fiction sous forme de prose. C'est-à-dire que petit à petit, il va un petit peu mettre de côté son écriture de poèmes, dont il avoue lui-même que c'est un domaine dans lequel il n'est pas très doué. Et il faut dire qu'il n'est pas encore à une époque dans une vraie pratique de la poésie, je dirais poétique. Donc il préfère laisser tomber, il se remet à une chose qu'il avait déjà faite étant enfant, c'est à écrire des histoires. Et sa première véritable histoire est fantastique, c'est Dagon, que je pense, la plupart des gens ici savent de quoi il s'agit. Et quand même, dans Dagon, on est en plein dans la guerre, puisque le héros est un marin qui est sur un navire marchand. Le navire marchand, comme un navire marchand américain, comme pas mal d'autres, est coulé par un sous-marin allemand. Le personnage est fait prisonnier, il arrive à s'évader, et ensuite il arrive sur cette fameuse île inconnue, où il lui arrive des choses très bizarres. Il réussit à nouveau, on ne sait pas comment, à regagner sa mère patrie. Et là, il a des visions. Bon, il devient plus ou moins fou avec tout ce qu'il a vu. Il a des visions de, effectivement, des êtres venus des profondeurs qui vont vaincre, submerger une humanité affaiblie par les guerres. Merci Christophe. On reviendra ensuite sur la suite de la carrière littéraire post-guerre de Lovecraft. Maintenant, on se tourne vers un autre auteur américain, c'est Arthur Machen, dont nous parlons depuis tout à l'heure. Je ne sais pas, Anne-Sylvie, David, c'est à vous de choisir qui vont parler. Un auteur gallois. Oh, Mon Dieu. Bien sûr, non, mais c'est vrai en plus. Bon, déjà, il faut signaler une chose. Si vous voulez briller en société, ne dites pas surtout Arthur Machen, comme je l'ai fait avec nos deux intervenants ici au téléphone, qui m'ont repris fort poliment et gentiment en m'expliquant que j'avais rien compris, que ce n'était pas du tout comme ça qu'on prononce le nom. C'est Machen, d'accord? Et il est gallois, d'accord? Bon, voilà, merci. Anne-Sylvie, donc, quel âge a Arthur Machen? Qu'est-ce qu'il fait, lui, pendant la Première Guerre mondiale? Il est beaucoup plus âgé que Lovecraft. Il est né en 1864, donc il n'est pas... Parce que la soixantaine, hein. Oui, il a déjà une bonne partie de sa carrière littéraire derrière lui. Il a eu des succès, mais qui n'étaient pas des succès non plus éclatants. Il a toujours été dans une zone intermédiaire entre l'obscurité totale et puis une sorte de grande brillance ou de grande célébrité littéraire. Donc il se débrouille, il fait pas mal de choses. Il a été acteur à un moment. Il a eu quelques héritages. Il se débrouille et au moment où commence la guerre, il fait énormément de journalisme. Et c'est d'ailleurs en tant que journaliste qu'il va commettre les archers dont nous parlerons tout à l'heure, qui va lui valoir une aventure en fait quand même assez particulière et très liée à la fois à la guerre et liée à son propre imaginaire et sa propre relation curieuse à l'imaginaire. Mais qui est Arthur Machen en tant qu'homme? Est-ce que c'est un homme agréable, ouvert sur le monde? Ça, je ne sais pas, je ne l'ai pas rencontré. Mais j'ai rencontré sa fille. J'ai eu le bonheur au tout début des années 2000
de croiser sa fille qui avait été, je crois, elle est morte l'année suivante, Janet Macken, et voilà, qui avait quelques souvenirs de son père. C'était assez impressionnant quand même. Mais oui, c'était un homme assez bon vivant qui semblait. C'est pas du tout. Ça n'est pas du tout. Lovecraft. Ça n'est pas du tout Lovecraft. Il s'est marié 2 fois. Sa première épouse est morte assez rapidement, et il a eu 2 enfants et une vie assez. Il était fils de pasteur. Il a un parcours assez. Pas extrêmement remarquable, un peu sinueux. Il arrive en fait à Londres où il cherche un peu sa chance littéraire. Il y a une trace autobiographique dans La Colline des Rêves. Le héros de La Colline des Rêves a aussi ce parcours un peu vague, mais voilà, il a traduit du français, si je me souviens bien. Il a fait pas mal de choses. Il a été un peu touche à tout. Et en tant qu'auteur, qu'est-ce qui le caractérise particulièrement? Il était lui aussi tombé assez rapidement dans cette marmite d'un fantastique qui était pour lui très lié à l'Antiquité et aux racines celtes de son pays de Galles natal. Et il a développé assez rapidement, et notamment par Le Grand Dieu Pan, qui est paru en 1895. Alors aussi, il a réceptionné toutes les influences symbolistes. Il était aussi quand même dans cette vague-là. Il était assez complexe. Il était aussi très intéressé par l'occulte. Il est lu par certains. Il est lu, par exemple, comme Crowley, puisque vous vouliez qu'on parle de Crowley. Il est lu par Crowley, qui lisait un certain nombre de gens avec un filtre particulier, comme un prêtre de l'occulte aussi. Ouais, on va juste rappeler, parce que tout le monde ne sait pas qui est Aleister Crowley. C'était un grand spécialiste pour schématiser vraiment, un grand spécialiste britannique. J'espère que je ne me trompe pas cette fois-ci. Oui, il était tout à fait britannique. Voilà, de l'occultisme au début du XXe siècle. Il marquait beaucoup de gens. Certains l'ont pris comme guide philosophique, pratiquement. Il a été plus qu'un spécialiste. Il a été il était un prêtre de l'occulte. Il a toute une cosmogonie, etc. Et donc, ils se sont croisés dans quelques mouvements. Golden Dawn, si mes souvenirs sont exacts. L'Aube dorée. J'aime pas trop l'Aube dorée parce que ça fait allusion maintenant à autre chose. Mais voilà. Et donc... Macken s'engage dans cette voie d'une littérature à la fois sérieuse, comme vous le disiez tout à l'heure, et en même temps avec toujours une... Il est quand même considéré comme une aberration par le monde littéraire de son époque. Il publie dans les années 20-25 un petit recueil qui s'appelle Precious Bones, où il aligne toutes les critiques épouvantables qu'il a pu avoir depuis le début de sa carrière, parce qu'il est considéré comme cette espèce de type pervers et corrompu qui ne parle que de choses un peu répugnantes, le grand Dieu Pan, ce que tout le monde devine d'influence sensualo, mais on lui reproche la sensualité de ses textes. On lui reproche la corruption. On lui reproche de traiter d'une corruption profonde qui est mise en... c'est quoi, qui est réelle dans ces romans, où il y a une corruption des individus telle que les individus se corrompent physiquement, se disparaissent, se dissolvent dans une... Et c'est les restes de l'esprit victorien qui luttent contre ça, qui trouvent que c'est inadmissible dans la culture du début du siècle. Pas inadmissible, mais vaguement répugnant. Donc il est, je sais plus si c'est Le Grand Dieu Pan ou Les Trois Imposteurs qui est considéré comme le roman le plus abject jamais écrit dans la littérature anglaise. Enfin, toutes sortes de choses qui lui tombent sur la tête. Et lui, il continue son chemin. Voilà. Et puis, en tant que jusqu'à... alors, sa puissance littéraire s'atténue un peu avec les années. Ses sommets, c'est quand même vraisemblablement Le Grand Dieu Pan, La Colline des Rêves, mais il y a encore des choses remarquables. Les Trois Imposteurs, c'est tout à fait impressionnant. Et un certain nombre de nouvelles qui sont... Alors, certains de ses écrits sont assez composites et lui-même recompose des recueils à partir de nouvelles qu'il extrait de romans, comme les nouvelles des Trois Imposteurs, par exemple.
Et parfois, c'est un peu sinueux et un peu difficile à suivre, mais il poursuit sa carrière jusque dans les années 30 ou 40, et après, il finit sa vie tranquillement, sans plus beaucoup écrire. Et comment est-ce qu'il s'implique lui-même personnellement dans l'effort de guerre? Puisqu'à un moment ou à un autre, il est concerné quand même par le conflit, même s'il n'est pas militaire. Sa contribution, paradoxalement, il écrit dans les journaux, donc il écrit des choses qui sont anti-allemandes. J'ai cru comprendre que c'était... Alors, oui, bien sûr, il est patriote. Je veux dire, il n'est pas non plus, c'est pas Rudyard Kipling, mais il est quand même assez. Il y a dans les archers dont on va parler tout à l'heure, il y a une dimension pro-britannique, évidemment. Il n'est pas. On ne peut pas le soupçonner de quoi que ce soit, d'une trahison de la grandeur de l'Angleterre, ou plutôt du Royaume-Uni. Mais voilà, il contribue comme tous les gens de l'arrière de son âge, en faisant ce qu'il peut pour contribuer. Oui, je sais pas, c'est un peu difficile. Non, mais il n'y a pas de problème, on vous suit très bien. Merci beaucoup. Mais voilà, il y a les archers. Il y a plus tard une nouvelle dont on parlera aussi, La Terreur. Oui. Et ces deux plus quelques nouvelles qui sont parues dans ce petit volume dont on va parler tout à l'heure, je pense. Et voilà, il contribue par ces quelques écrits à une certaine moralisation ou démoralisation du conflit. On en discutera tout à l'heure. Voilà. Encore une brève parenthèse consacrée à Arthur Machen. Je me retourne vers Christophe Thiel. Il n'est pas prévenu, c'est super. En quoi est-ce que Machen a influencé Lovecraft? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, la question des influences de Lovecraft, il y a une véritable influence de Lovecraft qui est Edgar Poe. La plupart des autres auteurs qu'on cite en général comme influence, finalement, sont des gens que Lovecraft a découvert un petit peu tardivement par rapport au cheminement intérieur de sa propre création. Machen est avant tout quelqu'un que Lovecraft admire en tant que narrateur, en tant que styliste, en tant que quelqu'un qui manie la prose de la terreur et les effets chocs et de manière générale les histoires d'horreur avec un grand art, un art consommé. Bon, maintenant on sait que Lovecraft a beaucoup critiqué le fait que pour Machen, la conception de l'horreur suprême, elle est empruntée à son éducation religieuse, c'est le péché, qui, pour Lovecraft, n'est qu'un phénomène naturel pas particulièrement intéressant et pas très cosmique. Voilà, maintenant, qu'est-ce que Lovecraft a pu reprendre chez Machen? Eh bien, je dirais paradoxalement, pas grand-chose. Notamment, on sait qu'il Lovecraft a aimé reprendre des noms ou des concepts, des noms de livres interdits, par exemple, chez d'autres auteurs qu'il aimait. Chez Machen, il n'y a pas vraiment quelque chose qui aurait été piqué chez Machen. Nodens. Alors, Nodens, c'est une référence romaine à l'origine, en fait. Dire que ça vient de Machen, c'est pas vraiment ça. Et en plus, Lovecraft en fait quelque chose d'assez personnel. Je crois qu'il y a quelque part le mot Aklo qui est présent d'une manière un peu mystérieuse et mystique chez Machen et que Lovecraft cite à un moment. Mais bon, voilà, c'est un petit peu un clin d'œil. C'est pas tellement plus que ça. Merci Christophe. Fleur Hopkins-Le Ferron. Enfin, je me tourne vers vous parce que je sais que vous attendez que je vous vois fatigué. Nous sommes tous un petit peu fatigués en fin de journée. Désolée, je suis une vieille dame en fait. À partir de 21h, je pique du nez. Je me suis levée très tôt ce matin à ma décharge, donc c'est pas du tout que je vous écoute pas avec attention. Je suis fatiguée. Non, mais nous ne vous accusons de rien. Mais maintenant, je vais devoir vous mettre à contribution et activement en vous demandant comment a évolué le merveilleux scientifique à partir du XXe siècle. Quel a été l'effet de la Première Guerre mondiale, pendant la guerre elle-même, et après-guerre. Qu'est-ce qui est sorti dans le merveilleux scientifique? Grosso modo, le merveilleux scientifique, c'est un petit peu l'ancêtre de la science-fiction vue sous... Non, c'est un peu plus complexe que ça. Je vais résumer la situation en quelques mots. Pourquoi je dodelinais de la tête? C'est parce que déjà, le terme science-fiction n'existe pas à l'époque. Il faut vraiment attendre Hugo Gernsback en 1926 avec Science Fiction et en 1929 pour Science Fiction. Et j'ai tendance... pas par purisme, mais par volonté de vraiment
encadrer et étudier presque de manière vivisection en fait mon sujet, de vraiment distinguer tout simplement ce qui a pu se faire en France de ce qui a pu se faire en Grande-Bretagne, aux États-Unis, puisque utiliser l'expression science-fiction quelque part, c'est un peu appauvrir des spécificités locales, culturelles, qui en fait sont des purs produits de leur histoire culturelle propre. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à dire non, c'est pas tout à fait l'ancêtre de la science-fiction, parce qu'en fait le terme n'existe tout simplement pas. Et en fait notre merveilleux scientifique français, eh bien il a été innervé par Villiers-Adam, par Rosny Aîné, par Wells et Poe évidemment, mais en fait c'est un peu un melting pot de tout un tas d'influences. Et donc de fait, les formes de science-fiction qui apparaissent un peu partout à travers le monde sont des purs produits de leur culture propre. Et on a tout intérêt à essayer de garder leur spécificité pour vraiment mettre en évidence ce qui a permis leur genèse, leur développement et leur disparition dans le cas du merveilleux scientifique. Donc plus généralement, comment le merveilleux scientifique a pu évoluer, notamment en contact de la Première Guerre mondiale. Alors c'est une question qu'on me pose souvent et je pense que c'est très lié à une bande dessinée que vous connaissez pour beaucoup sans doute ici, c'est La Brigade chimérique de Serge Lehmann, puisque le postulat très séduisant de la BD de Serge, si vous la connaissez, c'est un univers très méta où il va réemployer tout un tas de personnages qui, pour beaucoup, sont empruntés à la nébuleuse merveilleuse scientifique, pour d'autres sont des purs personnages de notre culture populaire partagée. On a une espèce d'ersatz de Superman, on a le Passe-Muraille de Marcel Aimé, on a Grégor Samsa de Kafka, on a aussi Félifax emprunté à pourquoi ça me sort de l'esprit, Paul Féval-Fils ou Paul Divois? Ça y est, c'est l'heure, ça va me revenir. Paul Féval-Fils. Voilà, donc je ne suis pas complètement folle. On a l'homme truqué de Maurice Renard, évidemment, qui est un personnage assez paradigmatique pour comprendre comment la Première Guerre mondiale va influencer le merveilleux scientifique. Mais toujours est-il que pourquoi on a tendance à utiliser cette date de 14-18 comme étant fondamentale pour le merveilleux scientifique, et c'est là où je me distingue un peu, je pense, de l'analyse de Serge, c'est que lui, et je trouve que c'est un postulat tout à fait fascinant par le vertige en fait littéraire qu'il propose, c'est de dire, en fait, la Première Guerre mondiale a marqué un moment de rupture dans les sciences et techniques et on est passé à une ère super scientifique. Alors pourquoi est-ce qu'il raconte ça? C'est parce que il propose en fait dans sa bande dessinée, qui est aussi pas mal inspirée tout de même des X-Men, du professeur Xavier. Ici on a Marie Curie et notamment sa fille Irène qui va tout simplement se mettre à la tête d'un groupe de... Est-ce que mutant est le terme approprié? Je ne suis pas certaine, mais en tout cas, ce sont des êtres, pour certains, différents, hybrides, qui sont nés, notamment des essais chimiques, des essais gazeux sur le champ de bataille. Et donc, c'est vraiment cet événement qui permet de générer une nouvelle génération d'êtres humains qui, effectivement, sont super scientifiques, sont améliorés, sont augmentés, etc. Et donc, Oui, je vous interromps simplement. Vous voulez dire qu'il y a donc des caractéristiques qui nous rapprochent beaucoup des super-héros Marvel qu'on va voir apparaître à la fin des années 50, début des années 60, c'est-à-dire la transformation d'humains pour en faire des surhumains déjà à l'époque? Alors oui et non, je pense que ça c'est des lectures qui sont très intéressantes et si ça, effectivement vous voulez creuser, Serge Lehmann a écrit dessus, Xavier Fournier a fait des superbes volumes sur l'histoire des super-héros à la française et aussi ils ont une lecture passionnante sur, on est toujours quand on est historien, quand on est amoureux de cette matière-là, on essaie d'être un peu chauvin et donc justement on dit mais regardez en France, avant les Américains, on avait nos personnages de justiciers, de super-héros, on avait Fascinax, on avait tout un tas de personnages vertigineux comme ça. Mais toujours est-il que, en tout cas, la thèse de Serge qui est tout à fait séduisante, je trouve, c'est de dire effectivement, la Première Guerre mondiale va générer de nouveaux êtres et des êtres qui, quelque part, sont des précieux super-héros à la française. Alors, moi, du point de vue de l'histoire du merveilleux scientifique que j'ai pu approcher, moi, c'est plutôt un autre regard que je vais vous proposer à l'étude. Et c'est celui de dire, en fin de compte, la Première Guerre mondiale, ça n'a pas été un moment de rupture fondamentale dans la production de ces auteurs. On a tendance à croire, et c'est le cas de pas mal d'historiens de la science-fiction plus anciens, Pierre Versin, Jacques Sadoul, avaient pour habitude souvent de dire que 14-18, c'est une rupture fondamentale dans l'histoire de la science-fiction. Alors ça, pourquoi pas, je veux bien l'entendre, mais en tout cas, en ce qui concerne le merveilleux scientifique, ça va pas tellement marquer une rupture, en grande partie parce que nombre de ces écrivains ne vont pas décéder sur le champ de bataille. Pour certains, ils n'y seront même pas envoyés. Et en fait, ça va plutôt, je dirais, revivifier un stock thématique, culturel et visuel. Donc, j'ai quelques romans en tête qui me semblent assez exemplaires de ça. On va avoir tout un tas de récits autour du soldat augmenté. Alors là, évidemment, le terme est anachronique. On parle pas du tout de soldat augmenté à l'époque. On va parler de tout
simplement de soldats qui vont recevoir des greffes, des prothèses. Je pense par exemple évidemment à L'Homme truqué de Maurice Renard qui date de 1921 et qui nous raconte qu'un soldat du nom de Jean Lebris est aveuglé sur le champ de bataille. Un savant fou allemand évidemment le récupère, va énucléer ses yeux et lui met des électroscopes à la place des yeux qui lui permettent de voir l'électricité. Et c'est un roman que je vous invite vraiment à lire, qui a très bien vieilli, hein. Et au-delà même du contexte historique qui est le sien, c'est toute une question sur la synesthésie, cette possibilité de pouvoir voir l'invisible en ayant un nouveau sens qui est substitué à celui qu'on a perdu. Et le récit finit très mal, hein. On est sur cette question, mais qui, je pense, traverse d'autres textes de l'époque aussi. C'est la question de la perte d'humanité. Comment est-ce qu'on peut encore être humain quand on n'est plus tout à fait dans son corps organique, quand on est suppléé par une machine pour certaines de ses tâches. Ça, c'est un premier exemple de texte assez significatif. J'ai aussi L'énigme de Givreuse de Rosny, évidemment, en tête, avec cette drôle d'histoire où un soldat, Pierre de Givreuse, est dédoublé à lui-même et sa charge atomique est divisée en deux. Donc, il y a un espèce de phénomène de duplication. On est dans des thèmes de pré-clonage, qui travaillent aussi pas mal le merveilleux scientifique. Et je pense aussi, alors je crois que le titre est Le Survivant, mais c'est un titre que j'écorche souvent de Marbeau, où c'est en fait un échange de cerveaux qui a lieu d'une manière absolument délirante. Une balle traverse deux cerveaux et une personnalité va dans l'autre corps à travers cette balle-là. Donc on voit en fin de compte, et c'est très significatif, que cette Première Guerre mondiale, elle est prétexte à explorer les limites de l'humain. Qu'est-ce qui fait un humain, qu'est-ce qui ne le fait pas? Qu'est-ce qui fait un hybride? Qu'est-ce qui fait peut-être un surhomme? Et c'est une question qu'on va voir apparaître véritablement dans ces textes. Et ça va être amplifié évidemment par le contexte sociologique de l'époque, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on est encore matiné des théories eugénistes, le mot n'est pas trop fort, d'un Alexis Carrel, d'un Serge Voronoff, d'un Charles Richet. Et tout ça, ça va encore une fois fusionner à la fois avec les retombées de la Première Guerre mondiale, les corps estropiés, les charniers, et tout l'imaginaire scientifique et technologique, puisque là, je vous parle effectivement d'êtres humains améliorés, réparés, bricolés, à qui il manque toujours quelque chose. Mais il y aura tout un volet de ces romans-là qui vont s'interroger sur, déjà, est-ce que c'est la dernière guerre? Et j'étais très sensible à cette remarque parce que tous mes auteurs, ils sont en angoisse totale à l'idée que ça puisse se reproduire. Et malheureusement, l'histoire va effectivement leur prouver que ce n'était pas la dernière guerre. Mais beaucoup vont s'essayer à écrire des textes soit utopiques, dire qu'effectivement la Première Guerre mondiale a marqué une rupture sans précédent et que ça donne une société utopique. D'autres qu'on va avoir le péril jaune qui va complètement lancer une vague sur l'Europe et qu'on va être l'esclave, alors soit effectivement d'autres nations, soit l'esclave parfois de chats. Enfin, il y a des textes totalement délirants de cet ordre-là. Et beaucoup surtout vont s'interroger sur le renouveau technologique apporté par la Première Guerre mondiale. Puisque effectivement, cette menace d'une guerre qui est chimique et qui pourrait même devenir bactériologique, c'est quelque chose qu'on va retrouver de manière entêtante dans tous les textes qui vont succéder à la Première Guerre mondiale, cette idée que la guerre du futur, la guerre de demain, c'est les expressions qu'on utilise, ce sera une guerre soit bactériologique, soit chimique, et qui va utiliser effectivement un rayon ardent. Et le rayon ardent, vous me voyez venir, ça c'est emprunté à Wells, c'est pas tellement un héritier de la Première Guerre mondiale, mais il revient en force, et je pense que c'est très lié aussi aux travaux de Grindel Matthews, en 1913 notamment, sur un rayon de la mort qui pourrait effectivement irradier à distance, éteindre les moteurs. C'est des légendes urbaines assez persistantes. Et on aura tout un tas de délires sur l'idée que les Allemands sont des revanchards, ils vont revenir, ils ont des grottes souterraines, ils sont dans des îles flottantes au milieu de la mer. Enfin, on a peur, très clairement, les auteurs s'interrogent sur tout ça. Mais Madame Hopkins de Ferron, cette littérature qu'on a pratiquement oubliée aujourd'hui, vous êtes en train de nous parler de choses qui sont assez surprenantes, elle avait vraiment une grande popularité à l'époque? C'était quelque chose qui était répandu? Ça correspondait à un courant de pensée? Oui, alors c'est pas du tout une lubie de ma part d'y avoir consacré 5 ans et maintenant bientôt 10 ans. Il faut vraiment partir du principe que c'était une littérature alors populaire. Je fais toujours très attention à utiliser ce terme-là puisqu'il est souvent entaché par une forme de classisme où on pense que justement c'est de la littérature du tout venant. Moi, je vous invite vraiment à lire ces romans. Il y en a qui ont formidablement bien vieilli, qui sont savoureux, qui ont vraiment une patte qui leur est propre, notamment Maurice Renard a formidablement bien vieilli, Jacques Spiess, il y a des auteurs fantastiques dans tout cela. C'était massivement lu. Il faut vraiment se rendre compte que le manifeste de Maurice Renard, il est publié dans une revue qui s'appelle Le Spectateur, qui était une revue de théorie littéraire. Donc Maurice Renard, il avait des attentes hautes pour son genre littéraire. C'était vraiment une école. Il voulait vraiment fonder quelque chose dont il serait le maître à penser, le chef de file. Alors oui, on l'a oublié en route et je pense que c'est
c'est très lié au déferlement de la science-fiction américaine et à tout un tas d'autres paramètres que je vais pas me risquer à vous exposer dans le temps qui est limité. Mais en tout cas, c'était bien massivement lu et en grande partie parce que c'était publié sous la forme de pré-original, c'est-à-dire de feuilletons avant l'édition romanesque, dans tout un tas de supports médiatiques extrêmement consommés. Paris Soir, Le Matin, L'Intransigeant, étaient lus par tout à chacun. Et ça, Jean de La Hire, qui était un grand auteur populaire de l'époque, le disait, hein, moi, les bourgeois et les concierges me lisent et c'est très bien. Donc vraiment, c'était massivement lu, massivement édité et massivement diffusé, en partie parce que de nombreux éditeurs, parmi lesquels Pierre Lafitte, Ferenczi et d'autres, vont saisir la manne imaginaire et économique que ça peut être en les publiant comme en fait des ancêtres des pulps, hein, sur du papier de mauvaise qualité, avec des couleurs criardes, avec des illustrateurs vraiment frappants comme Henri Armengol, comme tout un tas d'écrivains d'illustrateurs qui vont vraiment frapper les consciences, et c'était consommé vraiment par absolument tout le monde. Et effectivement, à l'époque, on avait déjà un débat sur est-ce que c'est de la littérature populaire ou pas, et ces écrivains s'exprimaient très volontiers dessus en disant nous on s'en fiche de cette distinction, ce qu'on veut savoir c'est savoir si on est lu. Et à partir du moment où on est lu, on est populaire, on est pour le peuple, peu importe le sens qu'on met derrière cette expression. Et de nombreux critiques littéraires ont apporté leur crédit à ce mouvement. On a eu Henri Desdavray, qui a quand même été le traducteur de Wells, hein, qui saluait chez nombre de ses auteurs la capacité à dépasser le roman d'aventure scientifique vernien et à faire du Wells. Alors ça n'aurait pas plu à Maurice Renard, à la française, comme si on ne pouvait pas se penser en dehors de cette chape-là, de cette chape britannique. Mais on a eu de nombreux critiques littéraires qui ont salué Rachid, enfin je pourrais énumérer de nombreux noms, qui ont dit effectivement que Le Merveilleux Scientifique représentait une tentative ambitieuse et achevée de proposer une alternative à Verne qui vraiment pense le roman comme un espace qui puisse devenir un laboratoire pour la pensée. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est vraiment Maurice Renard. Il utilisait des métaphores optiques pour qualifier son entreprise. Pour lui, c'était vraiment, on écrit un roman, donc on fait un pas de côté et on regarde le présent différemment, on comprend mieux le monde qui nous entoure. Et de fait, c'est pas étonnant que la Première Guerre mondiale ait à ce point énervé ces romans-là et ces imaginaires-là. C'était une manière de repenser l'impensable et l'indicible, mettre des mots, mettre des images fortes pour essayer tout simplement de le conjurer, en fin de compte. Madame Hopkins-Le Ferron, vous avez un débit de mitraillette, vous savez, et vous exprimez parfaitement, très clairement, et vous montrez votre passion. Vous donnez envie de lire ces bouquins dont je n'avais pas entendu parler avant aujourd'hui. Je voudrais juste, pour conclure sur ce chapitre, revenir sur une chose que vous avez dite, mais qu'il faut bien préciser. Apparemment, on a l'impression qu'il y a une espèce d'obsession d'image, d'amélioration de l'homme, et que ça se conduit bien en parallèle d'une vision qui commence à accepter l'eugénisme, qui envisage un homo supérieur, quelque chose qui pourrait être un aboutissement de l'humanité mieux que... Alors, je pense que c'est plus subtil que ça, mais il faut le replacer effectivement dans ce contexte typiquement eugéniste que j'ai très très brièvement compté. Effectivement, on est dans un moment où on s'interroge dans une modalité totalement post-darwinienne, hein, de est-ce qu'il y a effectivement des races qui sont supérieures à d'autres et comment améliorer l'être humain. Et je vous parlais un peu plus tôt de Serge Voronoff. Le petit truc de ce chirurgien délirant, c'est de vous greffer un scrotum, les testicules d'un singe pour vous revivifier, vous conférer une jeunesse retrouvée. Donc, il faut vraiment se dire que toutes ces théories eugénistes très bizarres, elles sont mêlées aussi à des croyances, à des pseudosciences, à une époque qui n'est pas totalement scientiste, contrairement à ce qu'on aimerait croire, en fait. Le XXe est encore pétri des forces naturelles inconnues, comme les appelle Camille Flammarion. On est encore dans un siècle qui patauge d'un côté entre le progrès scientifique et des croyances qui ne sont pas avérées et qui portent en fait en germe une soif de merveilleux, une soif de fantastique, d'enchantement. Et c'est pas pour rien que ce mouvement s'appelle le merveilleux scientifique. Donc mais ça, c'est typique des chercheurs, on n'aime pas dire oui ou non. Et je pense que je peux pas clairement vous dire que cette littérature est la marque du surhomme, parce que c'est un mot très connoté qui emporte dans son sillage aussi toute une philosophie qui est un peu nauséabonde aussi. Pour autant, oui, il y a une fascination certaine dans ces textes-là pour l'homme bricolé, réparé, l'homme hybride. Et je pense que ça tient surtout à la volonté de ce roman-là d'être un espace d'exploration. Et explorer l'altérité, la limite du corps humain, ça permet tout simplement de questionner son devenir, son possible, ce qu'il n'est pas, ce qu'il pourrait être. Et il y a une autre thématique pour clore cette réponse que j'aimerais vous citer, qui est aussi séduisante et qui, moi,
m'a beaucoup plu parce que mon travail portait aussi sur la culture visuelle, c'est l'influence tout simplement de la section des peintres camoufleurs sur les imaginaires de cette époque-là. Parce qu'il faut vraiment s'imaginer que nombreux illustrateurs de romans, de récits, de BD merveilleuses scientifiques ont été missionnés comme peintres camoufleurs. Et je pense notamment à Paul d'Espagna, qu'on connaît bien sous les pseudos de Ibéric et de Espagna. Il était peintre camoufleur et il a rapporté de cette expérience une sensibilité aux couleurs qui touche quasiment aux cubistes. On sait bien que Gertrude Stein, elle avait dit c'est les cubistes qui ont inventé le camouflage. Il y a pas mal de disputes en histoire de l'art, mais toujours est-il que ces illustrateurs-là sont revenus avec dans leur valise cette question de la mimèse, du mimétisme, du camouflage, de l'invisibilité. Et ça va donc de fait devenir vraiment une thématique obsédante aussi dans ces romans, pas seulement le surhomme, l'homme augmenté, l'homme supérieur, peu importe le nom qu'on veut lui donner, mais aussi celle de disparaître au monde et de voir peut-être l'invisible. Donc en fait, il y a des thématiques insoupçonnées, parce que je vous ai parlé un peu plus tôt de microbes, de guerres bactériologiques, de guerres chimiques. On se dit oui, c'est évident, c'est les traces traumatiques de la Première Guerre mondiale, mais en fait, il y a vraiment des thématiques auxquelles moi, je ne m'attendais pas quand j'ai fait ce travail de recherche. Et vraiment, cette thématique du camouflage, de la disparition du corps, ça devient entêtant à partir de la Première Guerre mondiale. Et ça a été une bonne surprise de voir qu'il y avait des inattendus, en fait, dans cette exploration. Merci beaucoup, Flore Piquin-Leferrand. Maintenant, nous allons voir un autre épisode, un autre exemple de merveilleux qui rejoint la réalité dans le contexte de la Première Guerre mondiale. Nous allons évoquer les archers, qui vont devenir les anges de Mons, à Annecy-Duy. Non, David, oui, c'est vrai qu'on ne vous a pas entendu depuis un moment. Expliquez-nous ce qui s'est un peu passé avec M. Machen pendant la Première Guerre mondiale. Ce malentendu étrange autour d'un texte de Machen qui a été pris comme une prophétie. Racontez-nous voir. Non, pas comme une prophétie, comme un récit du réel. C'est-à-dire, il invente une fiction de l'irruption du merveilleux dans une bataille de la Première Guerre mondiale. Et en fait, ce récit est très vite repéré par des lecteurs-lectrices qui, étrangement, vont le percevoir comme presque un reportage de guerre et vont commencer il va y avoir une sorte d'effet de boucle, c'est-à-dire ce récit, donc les archers, qu'on va parfois appeler les anges de Mons, parce que c'est l'événement qui est les anges de Mons, mais la nouvelle s'appelle les archers, va créer une sorte d'emballement collectif, de légende urbaine, puis après des gens qui ont été au front vont dire qu'eux-mêmes ils ont vu des choses, et voilà. C'est aussi un élément qui est assez important dans la Première Guerre mondiale et qui est très étudié depuis une vingtaine d'années, parce que la connaissance historique sur la Première Guerre mondiale est toujours étoffé par des nouvelles recherches. Et quand il y a eu les commémorations il y a 10 ans pour le centenaire, il y a eu toute une médiatisation de nouvelles recherches, et notamment parmi les recherches, il y a des recherches sur l'irrationalité de tous ces hommes qui sont au combat, qui créent un niveau d'anxiété extrême au bout d'un certain moment, et donc des formes de superstition, d'imaginaire extrême, d'hallucination collective, alors ça c'est très dur de parler après Fleur et Anne-Sylvie, parce que là, ça va être le tir groupé, mais voilà. On a l'impression. Alors, je vais parler de choses que je connais. En fait, il y a 2 ans, les éditions Forge de Vulcain ont publié un roman français sur la Première Guerre mondiale qui s'appelle Le Soldat désaccordé de Gilles Marchand. C'est du réalisme magique, c'est pas du fantastique à proprement parler. Et une des idées de l'auteur, c'était de transmettre le souvenir de la Première Guerre mondiale par un roman contemporain qui était nourri principalement de 2 choses: la lecture des romans écrits à l'époque et la synthèse, pour ainsi dire, des travaux historiques sur la Première Guerre mondiale qui ont été très médiatisés entre 2014 et 2018. Et une chose qui l'a fasciné, c'est les légendes. Et donc, les archers, c'est une de ces légendes qui va après suivre Machen pendant un certain temps. Tout à l'heure, Anne-Sylvie disait que Machen, c'est un personnage un peu secondaire des lettres.
c'est pas la formule que tu as employée, c'est la formule que moi j'emploie, mais je te résume comme ça. C'est-à-dire que très longtemps, on dirait maintenant aux États-Unis que c'est un écrivain pour écrivain. C'est-à-dire, il rencontre Wilde, qu'il l'apprécie, lui-même admire Morris, a des échanges avec William Morris, mais ne le rencontre pas. Il connaît un des premiers petits succès littéraires dans les années 1890, qui est sa grande période de création, où il a des formes de reconnaissance. Mais finalement, son œuvre, qui de son vivant sera la plus connue, du moins par le nombre de lecteurs, c'est bien Les Archers, qui a une sortie en Grande-Bretagne, une sortie aux États-Unis. Alors beaucoup de ses textes étaient publiés aux États-Unis, ce qui veut dire que c'est pas un écrivain avec une immense renommée, mais suffisamment pour être régulièrement publié, republié et publié de l'autre côté de l'Atlantique. Mais effectivement, Les Archers, ça va être son œuvre la plus connue, qui va le plus attirer l'attention sur lui. Anne-Sylvie, maintenant j'aimerais vous demander de nous donner le pitch, de faire un résumé bref de ce que racontent Les Archers et de ce que ça représente dans l'œuvre, puisque vous l'avez traduite, cette nouvelle. Oui. Ce que ça représente, ces archers dans l'œuvre d'Arthur C'est très court, c'est quelques pages, et en fait, il rapporte le sauvetage d'un bataillon de l'armée britannique par une apparition d'archers moyenâgeux qui proclament, qui apparaissent dans le ciel avec leurs arbalètes et leurs arcs, et qui exterminent le bataillon allemand qui était en train d'encercler ce bataillon britannique. C'est présenté comme une apparition divine, c'est quelque chose oui, empreint de culture catholique. C'est une apparition chrétienne. Une apparition, oui. Alors qui n'est pas d'ange, qui est vraiment d'archer. Et ensuite, effectivement, avec la boucle qu'a décrite David, ces archers deviennent des anges, plus des figures. Mais au départ, c'est un retour de l'histoire. L'histoire vient sauver l'histoire. La vieille gloire anglaise vient sauver les soldats du présent. Et pour Machen, c'est un texte mineur, c'est une petite nouvelle, c'est rien d'important. C'est une petite nouvelle publiée dans Evening News, qui est sortie de sa tête, comme il le dit, et qui peu à peu fait ce travail de récupération, alors par des milieux religieux, des milieux spiritualistes, des milieux qui pour eux c'est absolument vrai, et affluent des masses de lettres pour dire mais effectivement tout cela a bien existé. Il y a une controverse avec un autre auteur qui présente des témoins disant mais Madame Machin a soigné un capitaine qui a vu ses ans, etc., etc. Et Machen a de plus en plus de difficultés en fait à se sortir de ce pétrin, parce que niant la véracité de cette chose qui est sortie de sa tête, il passe pour un anti-britannique, il passe pour un ennemi d'une chose qui s'est vraiment passée, qui est vraiment miraculeuse et qui a vraiment sauvé cette partie-là de l'armée britannique. Donc il est dans le pétrin, et plus il en fait, plus il est dans le pétrin. Il finit par sortir ce petit livre qui reprend la nouvelle, qui reprend ses explications sur la boucle infernale dans laquelle il a été lancé, puis 2 ou 3 autres nouvelles qui sont des nouvelles fantastiques anti-allemandes, assez traditionnelles, je dirais. Mais c'est effectivement son titre le plus lu, mais pendant des années, il va se traîner cette réputation encore une fois, de type pas très net sur ce qu'il a fait, quoi. D'accord. Voilà. D'ailleurs, c'est pas le texte le plus révélateur de son esthétique, en fait. Pas du tout. C'est très court, et c'est pas je crois qu'il dit que c'est un des trucs les plus idiots jamais écrits il a été taxé de perversité et de corruption sur d'autres textes, tel le Grand Dieu Pan. Mais pour lui, c'est un texte effectivement sans grande importance, et qui sera lu, probablement qui est le plus lu de ces. Oui, parce que comme tu le disais, son œuvre est aussi marquée par une sorte d'intérêt pour le folklore celte et gallois particulièrement, pour des êtres magiques, ce type de choses, des choses qui apparaissent pas vraiment, parce que là c'est des apparitions
en creux, c'est un peu aussi des fantômes, des soldats britanniques qui ont pu mourir au cours des siècles sur des champs de bataille en Europe et en France notamment. Donc il y a une réactivation un peu nationaliste d'une certaine façon, qui n'est pas de son fait en fait, qui est l'histoire de la réception. Et là c'est un cas classique de réception, mais pour revenir sur les histoires imaginaires, il y a aussi des cas de soldats français qui voient Jeanne d'Arc. En fait, à partir du moment où vous avez cette proximité de la mort, qui est l'imminence peut-être de votre propre mort, le spectacle de la mort des autres dans des conditions horribles, l'esprit humain se met à fantasmer, et surtout ça crée au sein des soldats des formes de de confirmation de leur vision collective, qui crée une sorte de destin et qui redonne quasiment un sens. C'est-à-dire, on sort de l'absurde grâce à la création de ce récit de quelque chose qui dit vous faites quelque chose qui a un sens, des puissances supérieures vous disent que vous êtes dans le bon sens de l'histoire, et vous êtes sauvés. Votre voisin Michael Mathieu, je crois, s'est intéressé sur le plan historique au phénomène que vous appelez les anges de Mons, et qui est donc inspiré de cette nouvelle d'Arthur Machen. Vous, en tant qu'historien, comment est-ce que vous voyez le phénomène des anges de Mons ? Si on prend le contexte de la bataille de Mons, donc l'une des premières batailles de la Première Guerre mondiale, donc qui se passe le 23 août 1914, c'est la première bataille auquel prend part l'armée britannique. Donc effectivement, les Britanniques au cours de cette journée vont se battre à 1 contre 2, voire 1 contre 3 contre l'armée allemande. Côté britannique, ils sont 70 000. Côté allemand, ils sont 160 000. Donc, au bout d'un moment, les Britanniques sont menacés d'être submergés. Ils résistent parce que ce sont des troupes professionnelles. C'est pas forcément des mobilisés dans l'armée britannique. Et donc, du coup, le fait, comme ils ont dû se replier, là, il y a qu'est-ce qui a pu se passer dans les rangs de l'armée britannique? C'est difficile à dire. Toujours est-il qu'au cours de la bataille de Mons, un élément que j'ai pu relever dans les témoignages, c'est qu'ils disent que dans la nuit du 23 au 24 août 1914, donc au moment où seraient intervenus les anges, il y a eu du brouillard. Donc alors, est-ce que du coup, dans le brouillard, il n'y avait pas quelques soldats britanniques qui étaient restés cachés puis qui ont fait feu sur les Allemands et ainsi couvert le repli de leurs camarades? C'est une explication plausible. Donc, il y a eu quand même l'impression, sur le terrain, il y a eu des témoignages qui disaient il s'est passé quelque chose de pas normal. Alors, c'est venu après coup, effectivement. C'est plutôt venu après coup que ces témoignages. Parce qu'en fait, même si on prend le récit d'Arthur Machen, il le publie pour la première fois 1 mois après la bataille. Alors qu'il y a déjà eu dans la presse des articles sur la bataille de Mons, des premiers états de perte qui ont été avancés. Et lui donc arrive après, il fait donc cet article donc dans le journal Evening News. Après, il va justifier qu'il s'était inspiré d'un conte de Rudyard Kipling qui parlait d'un régiment fantôme. Et il n'a pas précisé que son histoire était purement fictive. C'est après coup, effectivement, qu'il y a eu tout cet emballement et cette reprise aussi de l'histoire des anges de Mons pour entretenir le moral de la population britannique. Ça servait pour la propagande de guerre britannique. Ça a été un malentendu au départ, repris par la propagande. Il y a des gens qui ont vraiment cru. Ça a donné lieu à un courant de pensée où on s'est dit les anges de Mons, oui, c'est du vrai, c'est attesté. Oui, il y a des gens qui ont vraiment cru à cette histoire. N'oublions pas aussi que les Britanniques sont quand même assez friands des histoires surnaturelles, d'apparitions de fantômes. J'ai déjà vu, par exemple, un sondage, certes contemporain, qui dit que même encore actuellement, il y a un Britannique sur 2 qui croit à la présence des fantômes. Donc, c'est pour ça qu'il y avait vraiment un vivier favorable pour que cette histoire inventée par Machen trouve réception auprès d'un large public. Merci, Michael.
Un mot à ajouter? Une toute petite chose, ça a été dit par Anne-Sylvie, mais c'est un élément très important, c'est que c'est repris par beaucoup de gens qui sont excessivement pieux et qui cherchent une justification ou plutôt la preuve que d'une certaine façon la main de Dieu est du côté des Britanniques et que donc la victoire viendra. Parce que, en plus, à l'époque, on est encore dans un moment où on croit que la victoire est pas 4 ans plus tard, qu'elle est vraiment à nos portes, et que hop, il faut galvaniser les foules. C'est de la propagande, mais c'est de la propagande qui a une dimension politique et religieuse aussi. C'est-à-dire c'est une manière d'établir la nécessité, l'absolue certitude dans la victoire. Oui, puis on peut signaler que quelques années plus tard, en 1917. Machen écrit La Terreur, qui est un novella d'une toute autre teneur qui se passe sur le front intérieur dans la campagne anglaise de manière contemporaine en 1917 et qui décrit un phénomène de mort inexpliquée dans un certain nombre d'endroits, morts inexpliquées qui sont immédiatement passés sous silence par les médias, par les journaux, Donc, un certain nombre de personnes s'étonnent d'avoir entendu parler de choses, mais d'avoir eu vent de morts, de ces morts tragiques, mais d'en avoir aucune trace dans la presse. Et peu à peu, il y a une prise de conscience du fait qu'il se passe des choses épouvantables dans la campagne anglaise, des enfants meurent de manière tragique, des gens se tombent de falaises de manière inexpliquée, et ainsi de suite. Et il y a cette croyance, effectivement, que ce sont les Allemands qui sont en train de mener une guerre secrète par des moyens terribles et d'exterminer comme cela une partie de la population civile anglaise. Et on est très loin, évidemment, de l'espèce de miracle. On est dans une atmosphère beaucoup plus sombre, totalement étouffante, de plus en plus étouffante à mesure qu'on se rapproche du climax de l'histoire, qui est la révélation que je ne vous donnerai pas de ce qui se passe réellement, de ce qui s'est passé réellement qui est une autre forme de guerre beaucoup plus sourde, beaucoup plus obscure et beaucoup plus terrible, et qui, je vous laisse découvrir La Terreur si vous n'avez pas lu, mais on est passé de 1915 à 17 dans cette continuation de la guerre qui commence à épuiser à peu près tout le monde, à une vision des choses du côté de Machen beaucoup plus terrible et lugubre, effectivement. Et ouais. Bon, merci beaucoup Anne-Sylvie. Pour conclure cette table ronde, mais accrochez-vous encore quelques minutes parce que ça va durer, j'aimerais qu'on essaye d'aborder tous une petite réflexion sur qu'est-ce qui a vraiment changé dans la littérature d'imaginaire, dans le fantastique, cette Première Guerre mondiale. Je vais me tourner vers Christophe qui va nous servir de cobaye. En quoi est-ce que l'œuvre de Lovecraft a pu être modifiée par la Première Guerre mondiale ? Comment ses écrits d'après cette guerre peuvent être différents de ceux qu'il a écrits pendant ou avant ? Bon, tout ce que je peux dire, c'est que Lovecraft, il est assez impliqué personnellement et psychologiquement dans la guerre, mais il voit quand même ça de très loin. Notamment, il peut parler des morts, des cadavres jonchant les champs de bataille de la Somme, mais il n'en a jamais vu un. Peut-être même en photo, ça je ne sais pas, mais tout ça est assez lointain pour lui. Ce qui a changé, c'est une évolution personnelle qui est liée à son implication personnelle, à son action pendant cette guerre. Et ironiquement, on peut dire que de même que la guerre a amené des progrès techniques dans notamment l'armement, l'artillerie, l'apparition des tanks, l'aviation, etc. De même, lui-même a affiné ses instruments techniques et notamment poétiques. Alors avec une première approche d'une forme poétique un petit peu plus légère et souple et véritablement poétique que ce qu'il pratiquait jusque-là. Et puis surtout le retour, enfin le grand retour qui est pour ainsi dire un véritable début à la nouvelle fantastique. Donc voilà, ce qui a changé pour lui, en dehors de son évolution personnelle, de son regard sur le monde, c'est aussi, je dirais, un nouveau langage littéraire. D'accord.
Et pour Machen, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il a évolué? J'imagine que oui, puisqu'il a dû tirer des leçons de ses écrits d'hier. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ou est-ce qu'il a continué inchangé en exploitant toujours son même sillon? Non, je dirais qu'il a continué sur la trajectoire que j'expliquais tout à l'heure. Il a aussi beaucoup, on le lui a demandé, et il l'a fait par lui-même. Il s'est lancé aussi dans une littérature introspective de mémoire, d'autobiographie, mêlant parfois effectivement sa propre vision extraordinaire et extra-lucide du monde. Mais je crois pas que, dans son cas précis, je crois pas que ça ait changé sa trajectoire générale. C'est-à-dire que son pic romanesque s'était produit bien avant la guerre, et qu'ensuite il a continué sur une lancée qui était quand même un peu peut-être, on peut dire, en phase légèrement descendante. Donc, il n'y a pas eu un impact. Il n'y a pas eu un post-war. Il n'y a pas eu un moment où on se dit, ça y est, il a atteint une nouvelle maturité. Non, je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Sur le reste de la littérature britannique, c'est un sujet tellement vaste et tellement. Il faudrait, je pense, 2 heures supplémentaires pour commencer à y répondre. Sans aucun doute. Ouais. Mais il y a des auteurs certainement dont la trajectoire a été complètement redistribuée par leur expérience pour le compte de la guerre, des Robert Graves ou Sassoon ou des gens comme ça. Voilà. Mais ce ne sont pas spécifiquement des auteurs fantastiques, donc il faudrait se repencher sérieusement sur la question. Mais j'avais quand même le sentiment, quand on regarde, dans le cas de Lovecraft, on s'aperçoit que Lovecraft était en train d'apprendre à écrire à l'époque de la Première Guerre mondiale. Lui, après-guerre, il a commencé à développer son panthéon, sa vision de l'horreur cosmique qui s'est vraiment étoffée. Ça n'a pas été le cas pour Machen. Lui, il n'a pas eu à un moment, il s'est dit... non, il était vraiment... Mais je pense à un auteur comme Dunsany aussi, je ne suis pas persuadée qu'il y ait une... Il est plus jeune, il a fait, lui, la première... Il était dans les tranchées, il a plus participé plus ou moins de loin au conflit irlandais, puisqu'il était irlandais, et il était du côté des Anglais, il ne faut pas non plus exagérer, mais sa cosmogonie était faite avant la guerre. La guerre a alimenté, peut-être, comme Flore le disait, enrichi en fait un certain nombre de ces thèmes, mais je ne sais pas si dans son cas précis il y a eu un impact. L'impact a été plutôt sur les auteurs, surtout les poètes de la Première Guerre mondiale, dont l'œuvre ensuite a vraiment été totalement marquée par cette expérience-là. Ouais. Merci Anne-Sylvie. Encore. Fleur Hopkins-Leferron, c'est vous qui aurez droit à la dernière question dans cette thématique. Vous avez exposé les thèmes qui sont apparus après la Première Guerre mondiale. Est-ce qu'à votre avis, dans le domaine de l'imaginaire scientifique, il y a eu du merveilleux scientifique? Je ne sais plus, je finis par me perdre dans les merveilleux scientifiques. Veuillez m'excuser. Est-ce que vous pensez qu'après la Première Guerre mondiale, il y a eu un plus grand besoin d'imaginaire? Est-ce qu'il y a eu un besoin d'évasion? Comment est-ce que vous percevez les choses? Parce que c'est une littérature qui, pour nous, appartient au passé, donc qu'on appréhende assez difficilement. Quel a été l'impact? Quelle a été la plus grande chose que la Première Guerre mondiale a pu faire dans ce domaine? C'est une question assez vaste. Oui. Concernant les retombées directes de la Première Guerre mondiale... sur le merveille scientifique et peut-être les mentalités plus largement. Je crois que l'une de mes surprises aussi, ça a été de voir que la Première Guerre mondiale n'avait pas vacciné les Français, les auteurs, l'imaginaire contre ce qu'un théoricien, Pierre Vachet, a appelé la volupté cruelle. Et ça, moi, je l'explorais dans un autre sujet de recherche qui est celui de l'appétence pour le fakirisme, des personnes dans les années 20 qui vont se mutiler, se torturer sur scène, dans un contexte très grand guignolesque où érotisme et dolorisme est très lié. Et donc là, je m'écarte un peu du merveille scientifique, mais parce que je trouve ça significatif de se rendre compte qu'effectivement, la Première Guerre mondiale n'a pas mis un frein à la mise en spectacle du dolorisme. Au contraire, en tout cas dans les arts du spectacle, il y a eu une volonté peut-être cathartique de représenter le corps qui souffre. Vous parlez du fakirisme, mais comme vous parlez assez vite, c'est simplement le fait il y a une fascination pour les fakirs, ces gens qui se torturent eux-mêmes.
Alors c'est un peu plus complexe que ça. C'est le fakir, c'est quelqu'un qui prétend avoir un corps invincible, incorruptible, insensible. Donc on n'est pas dans l'expression de la torture justement, mais dans une douleur qui est maîtrisée par le pouvoir de l'opinion et de la volonté sur le corps. Donc justement, c'est pas de la torture, c'est la maîtrise du corps et de l'esprit sur la matière. C'est plutôt autre chose. Ça se rapproche peut-être même des tortures des saints, avec cette pénitence heureuse, les saints qui sourient alors même qu'on leur fait du mal. Et justement, ce n'est pas de la torture, c'est l'épreuve du corps et de la foi, quelque part, de la foi et de l'esprit. Mais oui, j'ai perdu un peu le fil de la question. Mais comme je vous disais, effectivement, le merveilleux scientifique a simplement renouvelé son stock. Ça n'a pas été un point de rupture capitale. Mais ce qui est certain, c'est que certains motifs qu'on retrouvait avant le merveilleux scientifique dans les dessins humoristiques et qui imaginaient les guerres du futur, eh bien, au contact du merveilleux scientifique et de la Première Guerre mondiale, ça a été rationalisé dans des récits qui, par la suite, ont vraiment cherché la vraisemblance. On parlait encore, après la Première Guerre mondiale, de guerre future. C'était une obsession, mais on n'était plus dans des guerres délirantes avec des dirigeables, des zeppelins. On était dans des guerres chimiques, bactériologiques, souterraines, et toujours cette menace des Boches revanchards qui allaient véritablement revenir, et peut-être, c'était là la crainte, sous la forme d'un récit mondial massifié qui allait vraiment porter atteinte aux deux camps. Et on a tout un tas de récits très défaitistes, quasiment apocalyptiques, dans lesquels on utilise des guerres chimiques, bactériologiques, et les deux camps sont anéantis. Et il y a cette idée, en fait, que personne ne peut gagner et que la guerre mondiale est une guerre massive, totale et qui fait du mal aux deux parties. Donc il y a vraiment quelque chose, je pense, effectivement, d'une esthétique de la souffrance, de l'anéantissement mutuel qui vraiment marque durablement les imaginaires au-delà même du merveilleux scientifique. Merci beaucoup, Flore. Eh bien, je crois que nous sommes arrivés au terme de cette table ronde. Je vais d'abord demander au public de bien vouloir applaudir nos intervenants qui ont été brillants. Et avant de rentrer dans nos pénates pour nous réfugier sous nos duvets bien chauds, alors qu'à l'extérieur, il y a beaucoup de brume, je vous préviens tout de suite, je vais en profiter pour vous proposer de poser quelques questions si vous avez besoin d'éclaircissement. C'est l'occasion que jamais. Vous allez pouvoir voir que nous avons des intervenants de qualité et ils sont à votre disposition pendant quelques minutes encore. J'en avais une, moi, très rapide. Si j'ai le droit. Est-ce que j'ai le droit d'en poser une ? Moi, j'étais très troublée donc, par cette histoire des anges armés d'arcs. Et je pensais, donc c'est plutôt pour toi cette question, à tout l'imaginaire persistant autour. Alors, je ne sais pas si c'est avéré. Moi, j'avais travaillé un peu sur les lanternes magiques, sur les appareils de projection. Est-ce que véritablement on sait s'il y a eu des projections de monstres ou de créatures sur les nuages, sur le brouillard ? J'ai souvent entendu cette légende urbaine-là. Est-ce que c'est avéré ? Est-ce qu'effectivement, il y avait des projections qui, soi-disant, terrifiaient les soldats ennemis ? Est-ce que ça s'est véritablement fait ? Non, pendant la Première Guerre mondiale, j'ai pas trouvé trace de ce genre de projection visant à impressionner l'ennemi. Non, c'était pas du tout dans le registre. Merci. Une question ? Plus qu'une question, c'était un petit complément par rapport à ce que vous disiez aussi sur les anges de Mons. Si on consulte actuellement le site officiel de la ville de Mons, ils parlent encore de cette légende, mais sur leur site, ils présentent cela comme il y a eu un fait mystérieux pendant la bataille, quelque chose est apparu, puis Arthur Machen a repris cela dans sa nouvelle, alors qu'on sait qu'Arthur Machen a bien écrit ça avant et a bien dit ensuite « Non, c'est une pure invention de ma part », mais le site reprend encore cela comme dans le sens que quelque chose s'est passé, puis Machen l'a relaté, comme si c'était un témoignage, je vais dire. Et donc il y a une vraie persistance encore moderne et qui imprègne la ville de Mons de cette légende. On est passé à Mons pour essayer de voir. Malheureusement, c'était, je crois, un dimanche, donc on n'a pas pu aller poser des questions. Mais effectivement, j'y ai vécu 3 ans et demi. Voilà. Alors, pour compléter par rapport à ce que vous dites sur ce que vous avez vu sur Internet par rapport à la ville de Mons, j'avais vu sur le site, je sais plus sur quel site, c'était sur Circuit ou le site de l'office de tourisme du secteur de Mons. Il y a tout un circuit relatif à la bataille de Mons du 23 août 1914. Il y a une des étapes qui est indiquée comme étant là où sont apparus les anges.
Et ce lieu, donc, c'est le Mont Panisel, donc le bois là-haut. Et il est précisé que ce lieu est associé à des histoires druidiques, un petit peu mystérieuses. Donc, un vivier aussi favorable pour alimenter l'histoire des anges de Mons. Tout à fait, effectivement. Une question? Là, bonjour. Alors moi j'avais une question par rapport à un propos qui avait dit tout à l'heure. On vous avait dit que le terme de la science-fiction n'était pas apparu avant 1926. Alors moi j'étais curieux de savoir comment est-ce que les libraires de l'époque qualifiaient des œuvres comme celle de La Guerre des Mondes, les Jules Verne ou encore même l'Empire lunaire de Cyrano de Bergerac. Je ne sais pas. Je me demandais s'il y avait un terme avant science-fiction. Oui, alors il y a plein de pirouettes. On parle de romans scientifiques d'aventure, de romans d'imagination scientifique, de romans scientifiques, tout bêtement. Il y a tout un tas de qualificatifs et de la même manière, du côté des érudits plus tardifs, il y aura tout un travail de funambule pour trouver une expression qui permet d'embrasser la totalité des productions. Et là, je pense notamment au travail magistral de rétrofiction de Guy Coste et Joseph Alterac, où l'expression choisie, elle est empruntée à Pierre Versin, qui donc la propose en 1972, et c'est celle de, alors elle est barbare, préparez-vous, conjecture romanesque, rationnelle, francophone. Et donc on voit bien qu'il y a un enjeu systématiquement de définition, de circulation autour de l'objet, de trouver une expression qui embrasse la totalité d'un spectre, et en fait on ne peut jamais tout à fait y arriver. Moi, dans ma thèse, j'avais tendance, sauf pour Merveille scientifique, à employer roman d'imagination scientifique. Je trouvais que c'était assez flou pour embrasser tout un tas de choses. Mais en fait, selon les continents, il y a eu tout un tas d'expressions, mais généralement, roman scientifique, scientific romance, ça fait plus ou moins consensus à cette époque-là. Ça embrasse tout un tas de modalités. Merci. D'autres questions? Non? Tout le monde a envie d'aller faire dodo. Hein. Ok, très bien. Je vous remercie. Encore Non, un petit mot. Juste avant, c'est pour signaler qu'il y a quand même un livre d'Arthur Machen qui est incontournable aux forges de Vulcain et qui s'intitule La colline des rêves. Il se trouve que, par le plus grand des hasards, la traductrice était parmi nous ce soir. Merci Anne-Sylvie. Un très bon livre que je n'ai pas lu encore. C'était pas sérieux. Je sais. Mais je vais le faire. C'est bien. Merci à vous beaucoup, à nos experts de la journée et du soir. Vous avez été passionnants. Vous nous avez distraits alors que nous étions tous au bout d'une journée un petit peu éreintante. Je voudrais personnellement remercier tous les bénévoles qui ont participé, qui ont animé cette journée, qui ont fait un travail infernal. Je voudrais remercier, parce qu'autrement il va m'être mécontent, Ghislain qui s'est occupé de l'enregistrement de cette table ronde qui sera diffusée en podcast à un moment ou un autre dans pas longtemps, c'est sûr. Et puis, encore une fois, je voudrais vous demander d'applaudir nos intervenants parce qu'ils sont venus de loin, ils ont dit des choses bien et j'espère qu'ils vous auront donné envie de découvrir le mystérieux, le merveilleux scientifique, désolé Fleur, et puis bien sûr l'œuvre d'Arthur Machen parce que Lovecraft, bien évidemment, nous connaissons déjà. Merci à tous. Radio Migo et les conférences miskatoniques sont des productions de l'association Miskatonique. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à prendre votre carte de membre en vous rendant sur campusmiskatonique.fr.